Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Alors dans notre série d'épisodes dédiés au sujet de l'intelligence artificielle, on va poursuivre nos échanges avec Nicolas aujourd'hui pour aborder plus spécifiquement l'IA dans l'actuariat. Alors bon, l'IA c'est un sujet de grande actualité. On ne cesse de parler de l'IA. Et la question qu'on se pose, c'est quel est l'impact aujourd'hui dans l'assurance? Et puis on verra un petit peu plus loin aussi, plus spécifiquement dans l'actuariat. Quel constat, toi, tu fais, Nicolas, à date de l'impact de l'IA dans l'assurance? Disons qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est utilisée depuis de nombreuses années pour le monde de l'assurance. On va l'utiliser dans certains cas tels que l'identification de cas de fraude, des facilitations d'interaction avec nos clients, avec des chatbots ou autres, de la classification de communication entrante, etc. C'est un outil qui est vraiment déjà très présent au sein des différentes industries, mais notamment de l'assurance. Oui, donc les cas d'usage que tu évoques, ils ne sont pas récents, ils existent depuis longtemps, ils occupent et préoccupent les acteurs de l'assurance pour toujours être plus efficaces et plus performants. Ce qui change, du coup, c'est les technologies. Aujourd'hui, on parle de Large Language Model. Est-ce que ça apporte des transformations nouvelles? C'est ça, donc les LLM en anglais ou les grands modèles de langage en français. C'est un peu la nouvelle technologie en termes d'intelligence artificielle. Ça a bénéficié d'un énorme coup de projecteur avec les fameux ChatGPT, etc. Et donc d'une visibilité accrue auprès des particuliers, mais aussi des entreprises. De plus en plus d'industries annoncent qu'elles vont avoir recours à l'intelligence artificielle et quand ils évoquent ça en ce moment, ça veut dire les LLM. Et donc, on s'attend à ce que l'assurance ne soit pas en reste et mette en œuvre de nombreux cas d'usage. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter selon toi ? On a vu que les LLM ont une facilité sur tout ce qui va être communication. Et donc, notamment, aujourd'hui, là où l'apport est évident, c'est sur tous les métiers de la relation client, où on peut avoir, par exemple, des LLM qui vont venir améliorer une réponse apportée à un client ou même accélérer, je dirais, la production de la réponse pour que notre agent, notre chargé de service client n'ait juste à relire la réponse et la valider, ce qui représente un énorme gain de temps et donc d'argent pour l'ensemble des compagnies. Mais alors, est-ce que tu peux parce que ça paraît un peu magique comme ça, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ou nous rappeler un peu comment ça fonctionne ces modèles, ces LLM ? Ouais, d'une manière très très simplifiée, on va pas entrer dans le détail théorique de la chose, mais il faut les voir comme des énormes même machines probabilistes, c'est-à-dire qu'elles vont prendre un texte en entrée et qu'elles vont venir nous dire quel est selon le corpus d'entraînement sur lequel l'IA a été entraînée, la suite de mots, les mots les plus probables qu'on devrait trouver dans la suite. Donc, il n'y a pas de réflexion à la base, mais c'est l'impression que ça donne aujourd'hui. Mais alors, ces probabilités, elles sortent d'où ? D'où viennent-elles ? Et bien là, on entre dans l'entraînement de ces large language models. On a accumulé des corpus énormes de textes, de livres, d'échanges sur des forums internet, de publications scientifiques ou autres, de code source même, avec tout ce qui est open source, etc. Et en fait, on est venu
alimenter, entraîner notre IA sur cette base documentaire. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du corpus sur lequel on va entraîner notre IA, son comportement va être un petit peu différent. Globalement, de manière très simplifiée, le LLM, il va nous répéter ce qu'il a appris, en fait. Il ne va pas inventer de nouvelles choses. Donc derrière une bonne IA, il y a un bon entraînement spécifique. Pour qu'un assureur ait une IA efficiente, il faut qu'il l'ait entraîné. Exactement, c'est la meilleure chose à faire. Alors après, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes pour entraîner ces IA. Aujourd'hui, un acteur de l'assurance, il ne va pas refaire tout le process qu'a fait ChatGPT, qu'a fait OpenAI par exemple, pour entraîner son IA. Il va plutôt prendre une IA qui a déjà été entraînée et il va venir lui apporter du savoir spécifique en plus, de manière à, d'une part, bénéficier de tout l'entraînement, de tout le corpus qui a pu déjà être intégré, mais de mieux s'adapter aux spécificités du contexte dans lequel on a besoin de cette IA. Alors là, on voit bien des cas d'usage plutôt tournés quand même en relation client. Du coup, je ne vois pas très bien complètement l'usage dans l'actuariat. Est-ce que tu peux nous dire comment ces LLM ils pourraient aussi être utiles côté actuarien? Oui. Donc, les LLM, ça entre doucement chez les assureurs et je dirais encore plus lentement aujourd'hui dans les métiers de l'actuariat. Pour plusieurs raisons, on a ce frein, on va dire, chez les assureurs, c'est notamment les données que manipulent les compagnies d'assurance. Par exemple, si on fait de l'assurance santé, on va avoir des sujets autour de la consommation médicale de nos assurés. On ne peut pas juste aller fournir ça à une IA quelconque et risquer de voir ces données fuiter sur Internet. Donc déjà, la première étape, c'est de mettre en place une IA interne, ou en tout cas de mettre les garde-fous pour s'assurer que nos utilisateurs n'utilisent que une IA qu'on a validée et qui est déconnectée d'Internet, en gros, qui n'a pas accès, qui ne peut pas communiquer en tout cas ces données à l'extérieur de l'entreprise. Déjà, il y a Donc il y a un prérequis. Il y a ce prérequis à mettre en place. Qui est une limite à l'usage actuellement dans l'assurance. Exactement. Aujourd'hui, on a des acteurs qui mettent en place en interne ces solutions parce que les utilisateurs aussi sont demandeurs. Mais du coup, en contrepartie, on va aller bloquer les chats LLM plus classiques pour pas avoir de risque que nos données fuitent à l'extérieur. Si on se concentre sur le côté actuariat, les compagnies réfléchissent à des cas d'usage en lien avec l'actuariat, mais on est encore vraiment au début. On va notamment chercher à accompagner les utilisateurs dans la compréhension de certains résultats. Donc, par exemple, quand on a des résultats de nos modèles de projection, on cherche à pouvoir questionner directement l'IA pour qu'elle nous explique pourquoi mon résultat a bougé d'une manière ou d'une autre. Gain de temps, amélioration de la qualité des explications, etc. On peut également accompagner les développeurs, donc les personnes qui développent les modèles, pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités, pour la recette du code, etc. Pareil, gain de temps, potentiellement correction d'erreurs, etc. Et ça peut aussi être utilisé dans le cadre de migration pour convertir un code d'un langage à un autre. Les LLM sont aujourd'hui assez efficaces. Et enfin, sur tout le volet un petit peu études, on voit des cas où on pourrait demander à notre LLM de mener toute une étude sur un sujet particulier. Et donc, il va venir modifier les inputs de nos modèles, relancer des runs, analyser l'impact sur les résultats et nous expliquer pourquoi est-ce que telle étude, pourquoi on observe tel impact dans telles conditions, là où autrement, on aurait dû avoir quelqu'un qui réfléchit à tout ça, qui construit nos jeux de données, qui lance les modèles, etc. C'est assez consommateur de temps. Tout ça, c'est un apport notamment qu'on va avoir avec l'IA agentique, donc les agents qui offrent toutes ces nouvelles opportunités. L'IA agentique, les agents. On a parlé des LLM, mais là, tu nous ouvres une nouvelle porte.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les agents ? Les agents, il faut voir ça comme des IA assez spécifiques, c'est-à-dire qu'on leur a donné un rôle très précis et on les a munis d'outils pour mener à bien cette mission. C'est-à-dire qu'ils ont des sortes de connecteurs qui leur permettent d'interagir avec d'autres solutions ou d'autres applicatifs qu'on va avoir au sein de l'entreprise. De manière très simple, on peut imaginer une IA qui est en mesure de demander à avoir accès à une boîte mail. Et donc, on va lui répondre avec les différents mails qu'on a reçus dans la journée, par exemple. Mais on peut, ces connexions, elles sont sans limite. N'importe quel applicatif au sein de l'entreprise peut être connecté et rendu accessible, tant en lecture, si on le souhaite, ou même en écriture, par un LLM. Donc aujourd'hui, on peut imaginer des agents qui vont interagir avec notre système de gestion, qui vont venir, lire des informations dans notre système de gestion, ou qui vont venir interagir avec notre modèle de projection. D'où la possibilité, peut-être à terme, de faire réaliser des études de bout en bout qui nécessitent l'interaction avec différents systèmes. Exactement, on va vraiment pouvoir accélérer la production de telle étude. De ton point de vue, on en est où par rapport à l'adoption de l'IA et on va dire la mise en place de l'IA dans les process de l'actuariat ? Pour moi, on est encore vraiment au début. On a des acteurs qui vont lancer des sortes de proof of concept, tester des cas d'usage, etc. Mais on n'est pas encore dans un usage industriel de la chose. Pareil, l'objectif, c'est pas de remplacer les actuaires, mais ça va être vraiment de venir les assister dans leurs tâches. Et donc, c'est ça qu'on cherche à faire progressivement. On réfléchit avec de nombreux assureurs sur justement la manière de connecter une sorte de chat avec leur modèle de projection pour faciliter la vie des utilisateurs. On est vraiment là pour pas remplacer des outils existants, mais plutôt ajouter une couche qui va venir faciliter les échanges avec des outils qui peuvent être très complexes. Aujourd'hui, on a des modèles de projection sur lesquels, si on n'est pas un peu spécifiquement formé au sujet, c'est compliqué de venir lancer un run où on va venir juste changer un paramètre. Là, on pourrait imaginer juste le demander à l'IA qui va directement aller changer le paramètre et lancer le run sans même avoir été formé au sujet. Et pour toi, il y a des freins particuliers aujourd'hui qui font que cette adoption reste mesurée, on va dire, à date ? Oui, alors on a vu qu'il y a tout un sujet autour de la sécurité des données, ouais. Mais sur l'actuariat, on a encore beaucoup d'outils qui sont pas forcément très connectés au sein de l'écosystème IT de l'entreprise. Vraiment, le frein principal, ou en tout cas ce qu'il faut développer de manière à être en mesure de mettre en place plus d'IA dans l'entreprise, ça va être l'APIisation, si on peut dire, des différents outils. Donc ça va être la capacité à développer des API autour de nos outils existants qui vont permettre à notre agent IA de se connecter facilement et d'interagir facilement avec nos outils, nos modèles de projection ou autres. Sans cette première phase, je dirais, de développement d'API autour de nos outils existants, on va avoir du mal à développer, en tout cas à connecter l'IA à nos outils et donc ils vont rester au statut, à l'état de chat bienveillant, je dirais. Ok. Donc 2 prérequis principaux, tu dis sécurité et moi je dirais interopérabilité finalement. Exactement. Entre les différents applicatifs, les différents outils, les différentes technologies. Une fois qu'on a ça peut être assez rapide de développer une solution IA. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour ton éclairage sur l'IA dans l'actuariat. Merci Virginie.